Eugène Delacroix, en plus de ses peintures, nous a laissé un document exceptionnel et presque unique en son genre, un journal intime qui couvre une grande partie de son existence. Plus précisément, ce journal s'étend sur 2 périodes distinctes. La première va de 1822 à 1824, alors que Delacroix a environ 25 ans. La deuxième, la plus conséquente, s'étale de 1847 jusqu'à la mort du peintre en 1863. Il est facile de se procurer ce journal, qui fut édité peu de temps après la mort de Delacroix, et réédité de nombreuses fois depuis, et il est souvent cité par les spécialistes de l'histoire de l'art. Pour autant, sa substance reste fort mal connue. En effet, 2 obstacles découragent souvent la lecture de cet ouvrage. Le premier, c'est sa longueur, et le deuxième, c'est le caractère parfois indigeste qu'il peut présenter pour le lecteur. Il est presque certain qu'un créateur qui prend la peine pendant des années de rédiger des milliers de pages et de les conserver précieusement, espère que ces pages seront lues un jour. Mais c'est tout de même un journal et non un livre, et son auteur n'a cherché à être clair que pour lui-même. Il n'y a pas dans ces pages le résultat de l'effort que fait l'écrivain professionnel pour donner à ses idées une forme ramassée et percutante. Delacroix cherche avant tout, en écrivant, un moyen de fixer ses idées et ses souvenirs, car il se plaint souvent de la pauvreté de sa mémoire. On croise donc de tout dans ce journal, aussi bien le récit d'une soirée mondaine que les contes des toiles qu'il vend, ou encore des idées sur l'art, en particulier la musique, la peinture et la littérature. Si l'ensemble a le mérite de présenter une chronique très riche de l'époque et du milieu de Delacroix, pour celui qui cherche surtout à saisir la pensée du peintre sur les questions d'art, ce journal présente un aspect labyrinthique et confus qui peut vite décourager les meilleures volontés. Et c'est bien dommage, car celui qui prend la peine de décortiquer ces pages y découvrira des passages d'une éloquence extrême. Toutefois, et avant de nous plonger dans la pensée du maître, il faut ici saluer la probité des éditeurs qui n'ont pas cherché à faire de coupures et qui ont publié le journal dans son intégralité. En effet, des créateurs plus récents n'ont pas bénéficié de la même chance. Le cas du journal de l'écrivain américain Patricia Highsmith en offre hélas un exemple cuisant qui mérite d'être mentionné. Comme Delacroix, Patricia Highsmith, pendant presque toute sa vie, a consigné ses pensées et ses souvenirs par écrit. Cette somme immense de documents, témoignages extraordinaires et si rares, des pensées secrètes d'un immense écrivain, n'a pas été jugée présentable par les éditeurs. Pourquoi ? Parce que Patricia Highsmith y exprimait des opinions jugées racistes, selon les normes très discutables actuellement en vigueur. Les éditeurs ont donc décidé de ne publier qu'une version tronquée du journal. Cette censure ignoble, qui atteste de la profonde stupidité de ceux qui l'ont opérée, est en plus une trahison. Car Patricia Highsmith, comme Delacroix, prévoyait bien que son journal serait publié après sa mort, et, n'ayant pas de descendants, elle avait soigneusement choisi ses exécuteurs testamentaires. En vain, hélas. Donc, ne protestons pas contre les longueurs parfois indigestes du journal de Delacroix, et prenons le temps et la peine d'y chercher les joyaux qui s'y trouvent cachés. Notre but ici est donc de présenter, de manière certes tout à fait partiale, ce qui nous semble constituer la partie la plus intéressante de ce journal, à savoir ce que Delacroix pensait des questions qui touchent à l'art, à sa mise en œuvre, à sa nature et à son but. Si vous avez déjà vu nos précédentes vidéos sur les écrits laissés par Schumann et Rodin, vous serez sûrement surpris de constater l'unité de pensée dont témoignent ces artistes, pourtant éloignés les uns des autres par le temps et la géographie. Dans les toutes premières pages du journal, à la date du 12 octobre 1822, on trouve cette déclaration. « Quand j'ai fait un beau tableau, je n'ai pas écrit une pensée. C'est ce qu'ils disent, qu'ils sont simples. Ils ôtent à la peinture tous ses avantages. L'écrivain dit presque tout pour être compris. Dans la peinture, il s'établit un pont mystérieux entre l'âme des personnages et celle du spectateur. Le spectateur voit des figures de la nature extérieure, mais il pense intérieurement, de la vraie pensée qui est commune à tous les hommes, à laquelle quelques-uns donnent un corps en l'écrivant, mais en altérant son essence déliée. Aussi les esprits grossiers sont plus émus des écrivains que des musiciens ou des peintres. L'art du peintre est d'autant plus intime, au cœur des hommes, qu'il paraît plus matériel, car chez lui, comme dans la nature extérieure, la part est faite franchement à ce qui est fini et à ce qui est infini, c'est-à-dire à ce que l'âme trouve qui la remue intérieurement dans les objets qui ne frappent que les sens.
Pour Delacroix, la peinture et la musique, qu'il a d'ailleurs étudiée dans sa jeunesse et qui toute sa vie durant le passionnera presque autant que l'art pictural, sont remarquables en ce que ces deux formes d'art ne sont pas soumises à l'empire du langage parlé, et que ce faisant, elles peuvent dire les choses que le langage échoue à exprimer. Et il voit dans ce langage, qui n'est pas fait de mots, une manière plus élevée et plus élégante de communiquer avec l'âme humaine. Quelques semaines plus tard, Delacroix fait le constat suivant. J'ai 2, 3, 4 amis. Eh bien, je suis contraint d'être un homme différent avec chacun d'eux, ou plutôt de montrer à chacun la face qu'il comprend. C'est une des plus grandes misères de ne pouvoir jamais être connu et senti tout entier par un seul homme. Et quand j'y pense, je crois que c'est là la souveraine plaie de la vie. C'est cette solitude inévitable à laquelle le cœur est condamné. Cette question de la solitude semble hanter les plus grands esprits. Pour Schumann, par exemple, elle est la condition indispensable à la vraie création. Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel ou encore Gaudi ne se sont jamais mariés. L'art, pour nombre de grands créateurs, semble être une maîtresse exclusive qui ne tolère, pour se livrer complètement, aucune autre passion de la part de celui qui sollicite ses faveurs. 2 ans plus tard, en 1824, il revient sur cette idée et note le 4 janvier. « Malheureux, que peut-on faire de grand au milieu de ces accointances éternelles avec tout ce qui est vulgaire ? Pense au grand Michel-Ange, nourris-toi de grandes et sévères beautés qui nourrissent l'âme. Je suis toujours détourné de leur étude par les folles distractions. Cherche la solitude. Si ta vie est réglée, tu ne souffriras point de ta retraite. » La solitude n'est plus perçue ici par Delacroix comme une malédiction, mais comme un but suprême à atteindre, parce que seul il permet à l'homme de s'astreindre à l'étude que la beauté requiert. La même année, au mois d'avril, il note sa pensée, qui continue de graviter autour de la difficulté qu'il éprouve à se maintenir au niveau d'exigence qui lui semble nécessaire. Le résultat de mes journées est toujours le même, un désir infini de ce qu'on n'obtient jamais. Un vide qu'on ne peut combler, une extrême démangeaison de produire de toutes les manières, de lutter le plus possible contre le temps qui nous entraîne et les distractions qui jettent un voile sur notre âme. Cette frustration que Delacroix exprime nous enseigne une très précieuse leçon. S'élever au plus haut degré de perfection ne s'obtient, paradoxalement, qu'en atteignant la certitude que cette perfection nous échappera toujours. 1 mois plus tard, le 15 mai, Delacroix dénonce le quiproquo qui entoure l'idée d'originalité d'une phrase définitive. Ce qui fait les hommes de génie, ou plutôt ce qu'ils font, ce ne sont point les idées neuves, c'est cette idée qui les possède que ce qui a été dit ne l'a pas été encore assez. On retrouve cette même idée chez presque tous les grands génies de l'histoire de l'art. Hélas, le XXe siècle oubliera progressivement cette vérité pour lui substituer un véritable culte de la soi-disant originalité. Au point que par original, on finira par entendre nouveau, ce qui est l'exact contraire de la signification de ce mot, car original veut dire qui remonte à l'origine. En réalité, une œuvre est originale quand elle parvient à renouveler notre perception de l'origine, c'est-à-dire quand elle parvient à nous faire à nouveau goûter les beautés qu'une trop longue et trop facile fréquentation ont fini par galvauder jusqu'à nous les rendre invisibles. Au mois de juin, Delacroix s'exhorte à nouveau. Sitôt qu'un homme est éclairé, son premier devoir est d'être honnête et ferme. Il a beau s'étourdir, il y a quelque chose en lui de vertueux qui veut être obéi et satisfait. Quelle penses-tu qu'ait été la vie des hommes qui se sont élevés au-dessus du vulgaire ? Un combat continu. Lutte contre la paresse, qui leur est commune avec l'homme vulgaire, parce que son génie lui demande à être manifesté, et ce n'est pas par le vain orgueil d'être célèbre seulement qu'il lui obéit, c'est par conscience, que ceux qui travaillent froidement se taisent. Mais sait-on ce que c'est que le travail sous la dictée de l'inspiration ? Quelle crainte, quelle transe de réveiller ce lion qui sommeille, dont les rugissements ébranlent tout votre être. Delacroix prend ici le contre-pied de l'idée reçue qui entoure la notion d'inspiration. Elle n'est pas pour lui la muse libératrice qui dicte au créateur béat les fruits d'un travail achevé.
Au contraire, elle est cet animal féroce qui dévore votre vie en exigeant tous les sacrifices, et en premier lieu celui du plaisir de cette paresse qui est l'apanage de tous les hommes, grands ou petits. La beauté ne s'atteint qu'au prix d'un combat continu, et l'on devine que ce combat est celui qu'un homme osera mener contre sa propre nature humaine, en acceptant pour cela de renoncer à bien des choses qui font la douceur de vivre. Mais ce combat-là n'est pas pour autant le résultat d'un choix héroïque, et Delacroix, détruisant ici encore une des légendes qui entourent l'acte de création, nous rappelle qu'on ne mène ce combat que quand notre âme, par sa constitution naturelle, nous oblige à le faire, et ce indépendamment des désirs ou de la volonté de l'artiste. Ici, Delacroix délaisse son journal une première fois pendant 8 ans, jusqu'en 1832, pour l'abandonner à nouveau après seulement un an jusqu'en 1847. Le peintre a alors 49 ans, et sa notoriété est largement établie. Le 9 juin, ressurgit sous sa plume cette question centrale de la paresse, et plus généralement du rapport désolant entre les moyens et les réalisations de l'homme. Il note : chez la plupart des hommes, l'intelligence est un terrain qui reste en friche presque toute la vie. On a le droit de s'étonner en voyant la multitude de gens stupides, ou au moins médiocres, qui ne semblent vivre que pour végéter, que Dieu ait donné à ses créatures la raison, la faculté d'imaginer, de comparer, de combiner, pour produire si peu de fruits. La paresse, l'ignorance, la situation où le hasard les jette, changent presque tous les hommes en instruments passifs des circonstances. Nous ne connaissons jamais ce que nous pouvons obtenir de nous-mêmes. La paresse est sans doute le plus grand ennemi du développement de nos facultés. Peut-être faut-il deviner ici un appel à l'aide de la part de Delacroix. Car s'il commence par dénigrer la triste apathie du commun des mortels, c'est pour mieux s'inclure dedans immédiatement après, en déplorant « nous ne connaissons jamais ce que nous pouvons obtenir de nous-mêmes ». Mais l'on devine surtout chez le peintre un agacement à ne pas voir ses propres efforts mieux compris et mieux appréciés à leur juste valeur, non pas par souci de reconnaissance, mais parce qu'il puiserait sans doute un regain d'énergie et de courage dans l'approbation, le respect et la compréhension de sa démarche de la part de ses contemporains. Le 13 septembre de la même année, Delacroix, qui se voit comme l'esclave de l'inspiration qui l'habite, note les propos suivants. « L'homme est né libre, dit Rousseau. Jamais on n'a proféré une plus lourde sottise, quelque philosophe qu'on puisse être. Est-il dans la création un être plus esclave que n'est l'homme ? La faiblesse, les besoins le font dépendre des éléments et de ses semblables, mais c'est encore peu des objets extérieurs. Les passions qu'il trouve chez lui sont les tyrans les plus cruels qu'il ait à combattre. Et on peut ajouter que leur résister, c'est résister à sa nature même. » En désignant Rousseau et ses conceptions odieusement démagogiques, Delacroix met le doigt sur la maladie qui ronge la France depuis la Révolution et qui aujourd'hui menace peut-être de la faire disparaître. L'illusion de la liberté individuelle comme objectif d'accomplissement social. Cette illusion, comme l'illustre parfaitement notre époque, n'est que le masque du chaos. Il précise d'ailleurs sa pensée. L'homme ne veut plus non plus de hiérarchie en quoi que ce soit. C'est en quoi il trouve surtout le christianisme odieux. C'est pourtant, à mon sens, ce qui fait la morale par excellence, la soumission à la loi de la nature, résignation aux douleurs humaines. C'est le dernier mot de toute raison. La même année, Delacroix revient encore, indirectement, sur la question de l'originalité. Il note de manière laconique : « Tous les grands problèmes d'art ont été résolus au XVIe siècle. » Le 6 avril 1849, Delacroix rapporte un échange qu'il vient d'avoir avec Frédéric Chopin, dont il est l'ami. Je lui demandais ce qui établissait la logique en musique. Il m'a fait sentir ce que c'est qu'harmonie et contrepoint. Comme quoi la fugue est la logique pure en musique, et qu'être savant dans la fugue, c'est connaître l'élément de toute raison et de toute conséquence en musique. J'ai pensé combien j'aurais été heureux de m'instruire en tout cela qui désole les musiciens vulgaires. Ce sentiment m'a donné une idée du plaisir que les savants, dignes de l'être, trouvent dans la science. C'est que la vraie science n'est pas ce que l'on entend ordinairement par ce mot, c'est-à-dire une partie de la connaissance différente de l'art. Non, la science, envisagée ainsi, démontrée par un homme comme Chopin, est l'art lui-même,
Et par contre, l'art n'est plus alors ce que le croit le vulgaire, c'est-à-dire une sorte d'inspiration qui vient de je ne sais où, qui marche au hasard, et ne présente que l'extérieur pittoresque des choses. L'art, c'est la raison elle-même, ornée par le génie, mais suivant une marche nécessaire et contenue par des lois supérieures. Cette profession de foi achève de faire de Delacroix l'ennemi de l'esprit des Lumières. Il est au contraire le disciple de la transcendance, tel que les philosophes antiques la définissaient. L'homme est au service de la vérité et de la beauté, et son rôle est de réunir en une expérience unique notre perception fragmentée de ces deux valeurs. La science moderne voudrait s'approprier le domaine de la vérité et laisser celui de la beauté à l'art, mais ce faisant, elle confond vérité et exactitude. Quant à la beauté, elle a trop vite fait de la comprendre comme l'aspect pittoresque des choses, infiniment interchangeable, quand elle est en réalité la forme particulière que revêt la vérité quand elle se dévoile à nous. La science de la beauté et celle de la vérité ne font qu'une. Et c'est justement le devoir de l'artiste de rappeler sans relâche cet état de fait, non pas en l'explicitant grâce au langage, mais en produisant des œuvres qui en font la preuve. Quelques jours plus tard, le 23 avril, celui qu'on nous présente aujourd'hui comme le premier peintre romantique fait cette déclaration qui contredit absolument cette appréciation. Les Berlioz, les Hugo, tous ces réformateurs prétendus ne sont pas encore parvenus à abolir toutes les idées dont nous parlons. Mais ils ont fait croire à la possibilité de faire autre chose que vrai et raisonnable. Mozart disait « Les passions violentes ne doivent jamais être exprimées jusqu'à provoquer le dégoût. Même dans les situations horribles, la musique ne doit jamais blesser les oreilles et cesser d'être de la musique. » Remarquable prémonition de la part de Delacroix, qui identifie, alors qu'il est encore dans l'œuf, le problème, pour ne pas dire le déclin, qui va frapper tous les arts dans les temps à venir. En effet, moins d'un siècle plus tard, la musique atonale, la peinture abstraite et le nouveau roman seront vus comme le nec plus ultra du progrès en art, et jusqu'à aujourd'hui, les académies officielles privilégient ces formes d'art qui contredisent pourtant la nature même du média qu'elles empruntent. Le 19 février de l'année 1850, Delacroix fait cette remarque définitive et ô combien éclairante. Le beau ne se trouve qu'une fois, à une certaine époque marquée. Tant pis pour les génies qui viennent après ce moment-là. Dans les époques de décadence, il n'y a de chance de surnager que pour des génies très indépendants. Ils ne peuvent ramener leur public à l'ancien bon goût, qui ne serait compris de personne, mais ils ont des éclairs qui montrent ce qu'ils eussent été dans un temps de simplicité. Il est intéressant de noter que Delacroix ne considère pas l'art comme le fruit exclusif de l'effort de l'homme, mais plutôt comme une entité indépendante et vivante que l'homme fréquente à certains moments de son déploiement. Mais le 2 mai, il revient sur la question qui semble l'obséder, le rapport contradictoire de l'homme à la nature. Il écrit « Sitôt que l'homme aiguise son intelligence, augmente ses idées et les manières de les exprimer, la nature le contrarie en tout. Il faut qu'il se mette à lui faire violence continuellement. Elle, de son côté, ne demeure pas en reste. S'il suspend un instant le travail qu'il s'est imposé, elle reprend ses droits. Elle envahit, elle mine, elle détruit ou défigure son ouvrage. » Dans l'esprit de Delacroix, la perfection est un surpassement que l'homme arrache au monde et à lui-même, toujours provisoirement. Mais 2 ans plus tard, le 12 octobre 1852, le peintre évoque le pendant positif de la servitude qui le lie à son art, avec peut-être l'indulgence que procure la satisfaction du travail accompli. Si la nature refuse le travail au-delà d'un certain nombre d'instants, ne point lui faire violence et s'estimer heureux de ce qu'elle nous laisse. Ne point tant s'attacher à la poursuite des éloges qui ne sont que du vent, mais jouir du travail même et des heures délicieuses qui le suivent par le sentiment profond que le repos dont on jouit a été acheté par une salutaire fatigue qui entretient la santé de l'âme. Cette dernière agit sur celle du corps. Elle empêche la rouille des années d'engourdir les nobles sentiments. Le 1er novembre, Delacroix note la remarque suivante. Faire des traités sur les arts, diviser, traiter méthodiquement, résumer, faire des systèmes pour instruire catégoriquement. Erreur. Temps perdu. Idée fausse et inutile.
L'homme le plus habile ne peut faire pour les autres que ce qu'il fait pour lui-même, c'est-à-dire noter, observer, à mesure que la nature lui présente des objets intéressants. Chez un tel homme, les points de vue changent à chaque instant. Delacroix, une fois de plus, refuse de séparer la science de l'art, ou, pour le dire autrement, le vrai du beau. Et il parle ici de l'intelligence comme d'une chose vivante, que l'on ne peut pas contraindre à adopter une forme figée. On ne peut jamais transmettre une connaissance achevée, utile directement à celui qui la recevrait. Seule l'expérience sans cesse renouvelée peut permettre à l'homme de se tenir au plus près de la vérité, dont le centre est un horizon que l'on peut entrevoir, mais pas circonscrire, et encore moins avec de simples mots. Le 28 mars 1853, le peintre souligne à nouveau la manière dont l'art qu'il sert le soutient parfois. « J'oublie, à mon chevalet, les ennuis et les soucis qui sont le lot de tout le monde. L'essentiel dans ce monde est de combattre l'ennui et le chagrin. Sans doute, parmi les distractions qu'on peut prendre, je pense que celui qui les trouve dans un objet comme la peinture doit y trouver des charmes que ne présentent point les amusements ordinaires. Il consiste surtout dans le souvenir que nous laissent, après le travail, les moments que nous lui avons consacrés. Dans les distractions vulgaires, le souvenir n'est pas ordinairement la partie la plus agréable. On en conserve plus souvent du regret, et quelquefois pire encore. Travaillez donc le plus que vous pourrez. C'est toute la philosophie et la bonne manière d'arranger sa vie. Le 17 octobre, il confirme ses pensées sur la différence entre vérité et exactitude, exactement comme le fera Rodin quelques décennies plus tard. Je n'ai commencé à faire quelque chose de passable dans mon voyage d'Afrique qu'au moment où j'avais assez oublié les petits détails pour ne me rappeler dans mes tableaux que le côté frappant et poétique. Jusque-là, j'étais poursuivi par l'amour de l'exactitude, que le plus grand nombre confond avec la vérité. Quelques jours plus tard, le 26 octobre, Delacroix réaffirme son amour du classicisme et la méfiance que lui inspirent les débordements du romantisme. Parlant de ceux qui voudraient imiter la grandeur de Shakespeare ou d'Homère, mais qui ne parviennent en réalité qu'à produire une caricature de cette grandeur, il note « Rien n'est plus dangereux que ces sortes de confusions pour les jeunes esprits, toujours portés à admirer ce qui est gigantesque plus que ce qui est raisonnable. Une manière boursouflée et incorrecte leur paraît le comble du génie, et rien n'est plus facile que l'imitation d'une semblable manière. » Cette réflexion du peintre souligne la responsabilité de l'artiste dans son rapport au public. Le public, contrairement à l'artiste intègre, ignore la différence entre une œuvre séductrice et une œuvre belle. Bien sûr, les œuvres qui servent la beauté ne manquent jamais de séduction, mais leur charme, parce qu'il est plus profond, met souvent plus de temps à nous atteindre. À l'inverse, les œuvres qui séduisent vite nous lassent souvent avec la même rapidité. C'est donc le devoir de chaque artiste de ne pas flatter gratuitement le goût du public, sous peine de condamner ce public à n'être plus guidé que par la partie la plus faible de son esprit, celle qui veut jouir tout de suite, sans se soucier de la qualité de cette jouissance, ni des transformations bonnes ou mauvaises qu'elle provoquera en nous. Toujours ennemi du romantisme, Delacroix, quelques lignes plus bas, ajoute froidement: il ne faut pas avoir trop de complaisance dans les génies singuliers pour ce qu'on appelle leur négligence, qu'il faut plutôt appeler leur lacune. Ils n'ont pu faire que ce qu'ils ont fait. Le 30 novembre, Delacroix, il a alors 55 ans, confirme l'apaisement qu'il trouve dans l'équilibre qui est désormais le sien. Quelle vie que la mienne! Je faisais cette réflexion en entendant cette belle musique, surtout celle de Mozart qui respire le calme d'une époque ordonnée. Je suis dans cette phase de la vie où le tumulte des passions folles ne se mêle pas aux délicieuses émotions que me donnent les belles choses. Je me mets au travail comme les autres courent chez leur maîtresse, et quand je le quitte, je rapporte dans ma solitude ou au milieu des distractions que je vais chercher un souvenir charmant qui ne ressemble guère au plaisir des amants. Quelques jours plus tard, le 10 décembre, il parle ainsi du travail. On parlait d'excès de travail, je disais qu'il n'y avait pas d'excès de ce genre, ou du moins qu'il ne pouvait nuire, pourvu qu'on fît l'exercice que le corps réclame, et surtout qu'on ne menât pas de front le travail avec le plaisir.
Mais cette volonté d'atteindre à la pureté en soumettant les désirs du corps à la volonté de l'esprit, de même que son amour pour les formes classiques qui lui font condamner les excès du romantisme, ne l'empêche pas d'avoir une conscience aiguë de la nécessité qui existe pour un artiste d'être en adéquation avec son environnement, même si cet environnement n'est pas celui espéré. Il note à ce propos le 24 décembre 1853. On ne peut parler qu'avec la langue, mais aussi avec l'esprit de son temps. Il faut être compris de ceux qui vous écoutent, et surtout il faut se comprendre soi-même. Au début de l'année 1854, Delacroix caresse l'idée de produire un dictionnaire des beaux-arts qui lui permettrait de coordonner ses pensées de manière définitive. Malheureusement pour nous, cette entreprise ne fut pas menée à son terme. On dispose cependant de quelques fragments épars, parmi lesquels celui-ci. Le beau implique la réunion de plusieurs qualités. La force toute seule n'est pas la beauté sans la grâce. En un mot, l'harmonie en serait l'expression la plus large. Rodin a-t-il eu connaissance de cette déclaration ? Aucun témoignage ne nous permet de le penser. Et pourtant la définition que le sculpteur tentera de donner de la beauté un demi-siècle plus tard reprend presque mot pour mot celle de Delacroix. Le 23 avril de cette même année 1854, Delacroix développe un point qui lui paraît essentiel. L'idée première, le croquis, qui est en quelque sorte l'œuf ou l'embryon de l'idée, est loin ordinairement d'être complet. Il contient tout, si l'on veut, mais il faut dégager ce tout, qui n'est autre que la réunion de chaque partie. Ce qui fait précisément de ce croquis l'expression par excellence de l'idée, c'est non pas la suppression des détails, mais leur complète subordination aux grands traits qui doivent saisir avant tout. La plus grande difficulté consiste donc à retourner, dans le tableau, à cet effacement des détails, lesquels sont pourtant la composition, la trame même du tableau. Je ne sais si je me trompe, mais je crois que les plus grands artistes ont eu à lutter grandement contre cette difficulté, la plus sérieuse de toutes. Ici ressort plus que jamais l'inconvénient de donner aux détails, par la grâce ou la coquetterie de l'exécution, un intérêt tel qu'on regrette ensuite mortellement de les sacrifier quand ils nuisent à l'ensemble. Quelques jours plus tard, le 28 juin, il prolonge cette pensée en notant « En réfléchissant sur la fraîcheur des souvenirs, sur la couleur enchantée qu'ils revêtent dans un passé lointain, j'admirais ce travail involontaire de l'âme qui écarte et supprime dans le ressouvenir de moments agréables tout ce qui en diminuait le charme au moment où on les traversait. Je comparais cette espèce d'idéalisation, car c'en est une, à l'effet des beaux ouvrages de l'imagination. Le grand artiste concentre l'intérêt en supprimant les détails inutiles, ou repoussants, ou sots. Delacroix trouve ainsi dans le fonctionnement de la mémoire humaine une image du modèle que doit suivre l'œuvre d'art. Une fois de plus, il condamne l'exactitude. À ses yeux, la beauté, quand elle est le fruit d'un travail humain, tel que la peinture ou la musique, ne doit pas chercher à imiter la vie, mais plutôt l'image idéale de la vie que la conscience humaine, à défaut d'expérimenter, est capable de projeter sur l'écran de nos souvenirs. Le pendant de cette idée fascinante, c'est que l'art, si on le considère comme la faculté de saisir l'essence véritable des choses plutôt que leur apparence immédiate, serait donc une qualité naturelle de l'homme, puisque chaque individu opère, consciemment ou non, ce travail d'idéalisation à chaque fois qu'il se remémore quelque chose de plaisant. Un mois plus tard, le 27 mai, il constate à nouveau que le génie d'un artiste ne peut s'exprimer que dans les limites que lui impose son temps. Il écrit « Je dis qu'il y a plus de mérite, dans un temps de décadence, de revenir à la simplicité et à la nature que n'en ont eu les anciens en découvrant ces principes de prime abord quand tout cela était nouveau. » On peut se demander ce que Delacroix, qui perçoit son 19e siècle comme un temps de décadence, aurait bien pu penser de notre 21e siècle. Mais au-delà de cette question oisive, il est intéressant de penser que la dégradation du processus artistique à laquelle nous faisons face aujourd'hui n'est pas le résultat d'événements récents. Si l'on en croit Delacroix, elle serait davantage le fruit d'un très lent et très long pourrissement. Le 28 août de cette même année 1854, il prolonge sa réflexion sur ce point. Peut-être est-il vrai qu'au milieu de l'indifférence générale, le talent ne porte pas tous ses fruits.
Il est convenu que pour avoir fait le peu que j'ai fait, il m'a fallu déployer 1000 fois plus d'énergie que ces Raphaël et ces Rubens, qui n'avaient qu'à se montrer au monde surpris et préparés cependant à l'admiration, pour être comblés d'admiration et d'applaudissements. Pour Delacroix, produire des chefs-d'œuvre n'est donc pas seulement le fruit de la volonté de l'artiste. Ce dernier n'est qu'un maillon certes essentiel, mais insuffisant en lui-même. Pour que naisse la beauté, il faut non seulement un artiste, mais il faut encore un environnement qui lui soit favorable. Cette manière de voir les choses fait de l'art une fonction sociale à part entière, qui nécessite pour bien fonctionner un commun accord de toutes les parties de la cité. Une fois de plus, on est loin de la vision romantique de l'artiste, vu comme un démiurge omnipotent et dégagé du lien social. Pour autant, Delacroix n'est en rien défaitiste, et il note la remarque suivante le 31 août. Prudhon, Géricault, Charlet sont des hommes admirables, comme les Titien et les Raphaël. Je crois aussi que j'ai fait certains morceaux qui ne seraient pas méprisés de ces messieurs, et que j'ai eu certaines inventions qu'ils n'ont pas eues. Le 7 septembre, Delacroix précise à nouveau sa pensée sur la question de la portée plus ou moins immédiate que peut avoir une œuvre d'art. Il écrit « Un objet parfaitement beau possède une simplicité qui, au premier moment, ne cause pas l'émotion que l'on ressent en présence de choses gigantesques, dans lesquelles la disproportion même est un élément de beauté. Ces sortes d'objets, dans la nature ou dans l'art, seraient-ils effectivement plus beaux ? Non sans doute, mais ils peuvent impressionner davantage. Qui osera dire que Corneille est plus beau parce qu'il offre des parties grossières et négligées ? Il faut dire que chez les hommes de cette famille, il y a des parties si fortes que l'on ne pense pas aux défauts et que l'esprit s'y habitue. Mais ne me dites pas que Racine ou Mozart sont plus plats, parce que ces mêmes beautés sont partout, qu'elles forment la trame, le tissu même de l'ouvrage. J'ai dit, ailleurs, que les hommes sublimes remplis d'excentricité étaient comme ces mauvais sujets dont les femmes raffolent. Ce sont autant d'enfants prodigues auxquels on sait gré de certains retours généreux au milieu de leur déportement. Delacroix pointe ici une question essentielle en art, celle de la séduction. Comme chez les êtres, elle peut s'exercer de deux manières, immédiate et violente, mais parfois superficielle, ou lente et insidieuse, et souvent profonde. La première manière est indispensable pour capter l'attention du spectateur. La seconde est nécessaire pour la retenir dans le temps. La plupart des chefs-d'œuvre opèrent justement une balance remarquable entre ces deux tendances. Le 18 janvier 1856, le peintre note cette remarque. Ce désaccord singulier entre la force de l'esprit qu'amène l'âge et l'affaiblissement du corps, qui en est aussi la conséquence, me frappe toujours et me paraît une contradiction dans les décrets de la nature. Faut-il y voir un avertissement que c'est surtout vers les choses de l'esprit qu'il faut se tourner, quand le corps et les sens nous font défaut ? Il est du moins incontestable que c'est une compensation. Mais combien il faut veiller sur soi pour ne pas lâcher quelquefois la bride à ces recrudescences mensongères qui nous font croire que nous pouvons être jeunes ou faire comme si nous l'étions. Tel est le piège où tout va s'abîmer. Et cette pensée du peintre fait directement écho à celle que notait quelques siècles plus tôt son aîné Léonard de Vinci. « Acquiert dans ta jeunesse ce qui compensera les misères de ta vieillesse. Et si tu entends que ta vieillesse est la sapience pour aliment, étudie pendant que tu es jeune, pour que cette vieillesse ne manque point de nourriture. » Toujours préoccupé par la question du temps qui passe, Delacroix note le 21 février. « Sans le chef-d'œuvre, il n'y a pas de grand artiste. Tous ceux qui n'en ont fait qu'un dans leur vie ne sont pourtant pas grands pour cela. Ceux de cette espèce sont ordinairement le produit de la jeunesse, une certaine force précoce, une certaine chaleur qui est dans le sang, autant que dans l'esprit, ont jeté quelquefois un éclat singulier. Mais il faut confirmer la confiance que les premiers ouvrages ont donné du talent par ceux que l'âge mûr, l'âge de la vraie force, vient ajouter et ajoute presque toujours, quand le talent est d'une force réelle. On devine chez Delacroix à la fois la certitude de sa valeur et le besoin constant de la justifier à ses propres yeux. Ce mélange d'orgueil devant le vulgaire et d'humilité devant les maîtres est caractéristique des plus grands génies. Le 12 mai, Delacroix adresse, peut-être à lui-même, ce conseil lacunaire
mais riche de perspectives. Étudiez sans relâche avant. Une fois en scène, faites des fautes s'il le faut, mais il faut exécuter librement. Le 6 juin, Delacroix visite une exposition agricole, et son regard de peintre, habitué à lire la fonction qui découle des apparences, lui révèle la vérité contenue dans l'aspect des machines nouvelles. La complication de ces instruments effroyables contraste singulièrement avec l'innocence de leur destination. Quoi ? Cette effroyable machine, armée de crocs et de pointes, hérissée de lames tranchantes, est destinée à donner à l'homme son pain de tous les jours ? Et il ajoute un peu plus loin. Pauvres peuples abusés, vous ne trouvez pas le bonheur dans l'absence du travail. Voyez ces oisifs condamnés à traîner le fardeau de leur journée et qui ne savent que faire de ces temps que les machines leur abrègent encore. Voyager était autrefois une distraction pour eux. À présent, ils sont transportés avec une rapidité qui ne laisse rien voir. Ils comptent les étapes. Quand ils ont parcouru toute l'Europe, il semble qu'ils ne se sont pas sortis de ces gares insipides qui paraissent les suivre partout, comme leur oisiveté et leur incapacité à jouir. Les costumes, les usages variés qu'ils allaient chercher au bout du monde, ils ne tarderont pas à les trouver semblables partout. Vu depuis la désolante uniformité de notre XXIe siècle, on ne peut que saluer ici la perspicacité de cette prophétie. Quelques jours plus tard, le 10 juin, Delacroix réfléchit à nouveau aux différents types de créateurs et à leurs rôles respectifs. Il y a décidément parmi les grands des génies fougueux, indisciplinés quand ils croient être corrects, n'obéissant qu'à l'instinct qui sans doute se trompe quelquefois. Ainsi Michel-Ange, Shakespeare, Puget, voilà des gens qui ne conduisent pas leur génie, mais qui en sont conduits. Mais ces hommes-là, en revanche, sont les initiateurs et les pasteurs du troupeau. Il y a également, incontestablement, des génies divins, qui obéissent à leur naturel, mais qui lui commandent aussi. Les Virgile, les Racine, ne tombent jamais dans les énormités. Ils sont entrés dans une route qui avait été ouverte par des géants. Ils ont laissé derrière eux les blocs informes, les essais trop audacieux, et s'emparent des cœurs d'un empire moins contesté. Quand les hommes de la première espèce veulent se réformer, agir méthodiquement, ils tombent dans la froideur et sont au-dessous, ou plutôt à côté d'eux-mêmes. Ceux de la seconde classe tiennent en bride leur imagination. Ils se réforment ou se dirigent à leur gré, sans tomber dans des contradictions ou des erreurs choquantes. Delacroix, avec une remarquable subtilité, n'hésite pas à hiérarchiser les différents types de génie créateurs, mais cette hiérarchie articule ces différents types au lieu de les opposer, rendant le type qu'il juge supérieur dépendant de la présence préalable de celui qu'il juge inférieur. Le 8 août, le peintre revient encore une fois sur la différence entre vérité et exactitude, un concept que Rodin appuiera avec force quelques décennies plus tard. Il écrit « Les plus beaux ouvrages des arts sont ceux qui expriment la pure fantaisie de l'artiste. De là, l'infériorité de l'école française en peinture et en sculpture, qui fait toujours passer l'étude du modèle avant l'expression du sentiment qui domine le peintre ou le sculpteur. » Le 19 octobre, Delacroix note cette pensée qu'encore une fois on retrouvera presque mot pour mot chez Rodin. Les grands hommes voient ce que le vulgaire ne voit point. C'est pour cela qu'ils sont de grands hommes. Au début de l'année 1857, le 5 janvier, Delacroix fait cette observation sur la question du goût. Il y a des gens qui ont naturellement du goût, mais chez ceux-là même, il s'augmente avec l'âge et s'épure. Le jeune homme est pour le forcé, le bizarre, l'ampoulé. Mais n'allez pas appeler froideur ce que j'appelle goût. Ce goût que j'entends est une lucidité de l'esprit qui sépare à l'instant ce qui est digne d'admiration de ce qui n'est que faux brillant. En un mot, c'est la maturité de l'esprit. Ici, Delacroix réaffirme cette idée essentielle. Le rôle de l'artiste, en plus d'être techniquement capable de réaliser ses œuvres, en plus de savoir exprimer la vérité d'un sentiment plutôt que la simple apparence, est de savoir discerner la véritable beauté, celle qui ne procède pas seulement d'un effet saisissant, mais qui résulte davantage de la captation d'une vérité profonde. Et si cette idée est essentielle,
c'est parce qu'elle fait de l'artiste le filtre qui protège le spectateur d'un engouement trop facile pour des œuvres faites pour séduire son esprit sans défense. Le goût devient alors la plus grande responsabilité de l'artiste, qui passe sa vie à le former et, comme dit Delacroix, à l'affiner, pour au final ne livrer au public que des œuvres qui l'élèveront spirituellement, et non pas des œuvres qui flattent son penchant, son goût, pour ce qui n'est que séduction facile et superficielle. En d'autres termes, l'artiste n'est pas libre de faire ce qui lui chante. L'artiste n'est pas là pour laisser libre cours à son inspiration. Son rôle est précis, sa fonction unique. Tamiser les formes et leurs agencements, n'en garder que la plus riche substance pour éduquer, par l'exemple, l'âme des peuples à la véritable beauté. Cette manière de voir les choses suppose chez l'artiste à la fois une modestie et un orgueil immense. Orgueil de voir ce que le vulgaire ne voit pas, mais modestie de ne pas utiliser cette vision pour satisfaire des penchants personnels. Cherchant à expliquer pourquoi cette notion de goût est si mal comprise, Delacroix conclut ce même 5 janvier. La plupart des livres sur les arts sont faits par des gens qui ne sont pas artistes. De là, tant de fausses notions et de jugements portés au hasard du caprice et de la prévention. En effet, il est remarquable de noter que jamais un livre, par exemple sur la physique, ne sera écrit par quelqu'un qui n'est pas physicien, quand il existe des milliers d'ouvrages sur la musique écrits par des non-musiciens. L'exemple vaut aussi bien pour la peinture ou la sculpture. En ce mois de janvier 1857, Delacroix réunit dans son journal un ensemble de notes qui doivent servir à l'élaboration de son dictionnaire des beaux-arts. Chaque ligne mériterait d'être citée. Mais en voici les plus saillantes. Il écrit par exemple « Décadence. Les arts, depuis le XVIe siècle, point de la perfection, ne sont qu'une perpétuelle décadence. Le changement, opéré dans les esprits et les mœurs, en est plus cause que la rareté des grands artistes, car ni le XVIIe, ni le XVIIIe, ni le XIXe siècle n'en ont manqué. L'absence de goût général, la richesse arrivant graduellement aux classes moyennes, l'autorité de plus en plus impérieuse d'une stérile critique dont le propre est d'encourager la médiocrité et de décourager les grands talents, la pente des esprits dirigés vers les sciences utiles, les lumières croissantes qui effarouchent les choses de l'imagination, toutes ces causes réunies condamnent fatalement les arts à être de plus en plus soumis aux caprices de la mode et à perdre toute élévation. Quelques lignes plus loin, il ajoute, faisant écho à la relation entre art et morale soulignée quelques années plus tôt par Schumann dans ses conseils adressés aux jeunes musiciens. Il faudrait une renaissance des mœurs pour en avoir une dans les arts. À l'article Copie, Delacroix exprime ce rappel salutaire. La peinture a commencé par être un simple métier. On était imagier comme on était vitrier ou menuisier. Les peintres primitifs étaient plus ouvriers que nous. Ils apprenaient supérieurement leur métier avant de penser à se donner carrière. C'est le contraire aujourd'hui. Le même jour, Delacroix note encore « Des hommes de génie faisant un dictionnaire ne s'entendraient pas. En revanche, si vous aviez de chacun d'eux un recueil de leurs observations particulières, quel dictionnaire ne composerait-on pas avec de semblables matériaux ?» Très modestement, c'est exactement la démarche que propose cette série de vidéos. Et il est remarquable de constater, en comparant les pensées de Rodin, de Schumann ou de Sacha Guitry, que les génies auraient certainement pu s'entendre bien mieux que Delacroix ne le pensait, tant les idées qu'ils expriment, même s'ils les expriment de façon différente, tendent toutes vers le même horizon. Ce qui tente à démontrer encore une fois que l'art, la recherche de la beauté, la volonté de comprendre sa nature et les moyens de les mettre en œuvre emprunte à la science la volonté de produire des résultats quantifiables et reproductibles. L'art n'est pas moins qu'une science. Il est au contraire bien davantage. Le 25 janvier, Delacroix fait cette remarque qui n'est pas sans rapport avec cette question. Il ne faut pas oublier que le langage, et j'applique ceci au langage de tous les arts, est toujours imparfait. Le grand écrivain supplée à cette imperfection par le tour particulier qu'il donne à la langue de tout le monde. L'expérience, mais surtout la confiance en ses forces, donne au talent cette assurance d'avoir fait tout ce qui pouvait être fait. Il n'y a que les fous ou les impuissants qui se tourmentent pour l'impossible.
l'homme supérieur sait s'arrêter. Il sait qu'il a fait ce qu'il est possible de faire. À l'article « Liaison », le même jour, Delacroix formule l'observation suivante. Quand nous jetons les yeux sur les objets qui nous entourent, que ce soit un paysage ou un intérieur, nous remarquons entre les objets qui s'offrent à nos regards une sorte de liaison produite par l'atmosphère qui les enveloppe et par les reflets de toutes sortes qui font en quelque sorte participer chaque objet à une sorte d'harmonie générale. C'est une sorte de charme dont il semble que la peinture ne peut se passer. Le peintre nous rappelle ainsi qu'en art, les éléments sont toujours moins importants que le rapport qui les coordonne, raison pour laquelle, maniant les mêmes accords, deux musiciens par exemple n'écriront pas la même musique, l'une ayant du sens quand l'autre n'en a pas. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'étymologie du mot intelligence, qui veut dire lier ensemble. Parlant des spectateurs, Delacroix écrit ce même 25 janvier. On ne peut émouvoir qu'un sujet doué de sensibilité et d'imagination. Ces deux facultés sont aussi indispensables au spectateur qu'à l'artiste, quoique dans une mesure différente. Une autre manière de souligner la primauté du rapport entre les choses sur la chose elle-même. Et en effet, que serait le chef-d'œuvre d'un génie s'il n'existait personne pour le voir? Un peu plus loin, et toujours le même jour, Delacroix, parlant de l'Antiquité, formule presque mot pour mot ce que Rodin répétera à l'envi quelques décennies plus tard. Nous croyons imiter l'Antique en le prenant pour ainsi dire à la lettre, en faisant la caricature de ses draperies. Titien et les Flamands ont l'esprit de l'Antique et non l'imitation de ses formes extérieures. Et comme Schumann avant lui, Delacroix établit quelques lignes plus loin une connexion fonctionnelle entre le bon et le beau. Y aurait-il une connexion nécessaire entre le bon et le beau? Une société dégradée peut-elle se plaire aux choses élevées, dans quelque genre que ce soit? Il est probable que non. Ainsi, dans nos sociétés comme elles sont, avec nos mœurs étroites, nos petits plaisirs mesquins, le beau ne peut être qu'un accident, et cet accident ne tient pas assez de place pour changer le goût et ramener au beau la généralité des esprits. Après, vient la nuit et la barbarie. Cette notion de beauté par accident semble particulièrement correspondre à notre XXIe siècle. Certes, une œuvre intéressante surgit de temps à autre, mais souvent, l'artiste qui en est l'auteur produit, avant ou après, des navets qui nous font douter de son génie et croire qu'il a plutôt bénéficié d'un heureux hasard. Mais si Delacroix reconnaît dans le passé les traces d'une meilleure compréhension de la beauté, il n'en est pas pour autant tourné vers ce passé. Au contraire, il fait toujours l'effort de chercher dans son temps les moyens modernes d'exprimer à nouveau cette connaissance perdue. Le 16 mars de cette même année 1857, il écrit « Il faut se servir des moyens qui sont familiers au temps où vous vivez. Sans cela, vous n'êtes pas compris et vous ne vivez pas. Ce moyen d'un autre âge que vous allez employer pour parler à des hommes de votre temps sera toujours un moyen factice. Et les gens qui viendront après vous, en comparant cette manière d'emprunt aux ouvrages de l'époque où cette manière était la seule connue et comprise, et par conséquent supérieurement mise en œuvre, vous condamneront à l'infériorité, comme vous vous y serez condamné vous-même. » Le 20 mars, Delacroix remarque « Il n'y a que l'homme qui fasse des choses sans unité. La nature trouve le secret de mettre de l'unité même dans les parties détachées d'un tout. La branche détachée d'un arbre est un petit arbre complet. » Si l'on suit le raisonnement de Delacroix, cela signifierait que l'art, qui recherche justement cette unité, serait le langage qui permet à l'homme non pas de dépasser sa nature, mais au contraire d'y revenir. Rechercher l'unité dans une œuvre serait alors un moyen artificiel de retrouver ce naturel qui fait défaut à nos existences quand elles ne sont pas tendues vers la recherche de la perfection. Un an plus tard, le 14 mars 1858, Delacroix note de manière définitive « Les artistes qui cherchent la perfection en tout sont ceux qui ne peuvent l'atteindre en aucune partie. » Encore un an plus tard, le 1er mars 1859, Delacroix fait la remarque suivante. « Il y a dans l'aurore du talent quelque chose de naïf et de hardi en même temps, qui rappelle les grâces de l'enfance et aussi son heureuse insouciance des conventions qui régissent les hommes faits.
C'est ce qui rend bien plus surprenante la hardiesse que déploient à une époque avancée de leur carrière les maîtres illustres. Être hardi, quand on a un passé à compromettre, est le plus grand signe de la force. Delacroix s'exhorte-t-il lui-même ici à cette forme de hardiesse ? On peut le penser, car voici ce qu'il ajoute quelques lignes plus bas, le même jour. Après avoir passé une grande partie de sa vie à accoutumer le public à son génie, il est très difficile à l'artiste de ne pas se répéter et de renouveler en quelque sorte son talent, afin de ne pas tomber à son tour dans ce même inconvénient de la banalité et du lieu commun qui est celui des hommes et des écoles qui vieillissent. Mais, toujours soucieux de ne pas se laisser emporter par la puissance d'une formule, aussi satisfaisante puisse-t-elle être pour l'esprit, Delacroix tempère son jugement en ajoutant « Il ne faudrait cependant pas attribuer cette hardiesse, qui est le cachet des grands artistes, uniquement à ce don de renouvellement ou du rajeunissement du talent par des moyens d'effets nouveaux. Il est des hommes qui donnent leur mesure du premier coup, et dont la sublime monotonie est la principale qualité. Michel-Ange n'a point varié la physionomie de ce terrible talent qui a renouvelé lui-même toutes les écoles modernes et leur a imprimé un élan irrésistible. » On devine ici chez le peintre, malgré une volonté très nette d'organiser rationnellement sa pensée sur l'art, qu'il ne cède jamais à la tentation d'une rationalisation outrancière. Des principes qu'il parvient à dégager, il ne retranche jamais les exceptions ou les contre-exemples. Et c'est justement ce qui donne toute sa valeur à la réflexion de cet artiste, car elle demeure ce qu'elle doit être, selon Delacroix lui-même, un point de vue momentané. Une vision ponctuelle et toujours circonstancielle, susceptible d'être transformée à chaque instant à la lumière d'une expérience nouvelle. Quelques lignes plus loin, le même jour, il rappelle cette vérité élémentaire. On commence toujours par imiter. Et il précise sa pensée en ajoutant « Il est bien convenu que ce qu'on appelle création chez les grands artistes n'est qu'une manière particulière à chacun de voir, de coordonner et de rendre la nature. Mais non seulement ces grands hommes n'ont rien créé dans le sens propre du mot, qui veut dire de rien faire quelque chose, mais encore ils ont dû, pour former leur talent ou pour le tenir en haleine, imiter leurs devanciers, et les imiter presque sans cesse, volontairement ou à leur insu. » Des propos, une fois de plus, qui font écho à ceux que Rodin tiendra quelques décennies plus tard quand il affirmera « L'homme est incapable de création ». Pour Rodin, comme pour Delacroix, le rôle de l'artiste est à définir entre deux bornes immuables, la nature et la tradition. La première est le modèle, le référentiel auquel il puise observation et inspiration. La seconde est le livre où sont consignés les découvertes et les moyens qui ont fait leurs preuves. Il s'agit donc pour l'artiste honnête de se mouvoir exclusivement à l'intérieur de ce cercle. En sortir, c'est être original au sens moderne du mot, c'est-à-dire briser les conventions, dans l'espoir que le tapage résultant de cette destruction passe pour une personnalité artistique propre. Y rester, c'est accepter avec modestie que l'artiste n'est pas là pour inventer un monde, mais uniquement pour rendre mieux visible celui dont nous sommes issus. Le 1er septembre de cette même année 1859, Delacroix fait sur l'œil la même remarque qu'il faisait sur la mémoire humaine. Devant la nature elle-même, c'est notre imagination qui fait le tableau. Nous ne voyons ni les brins d'herbe dans un paysage, ni les accidents de la peau dans un joli visage. Notre œil, dans l'heureuse impuissance d'apercevoir ces infinis détails, ne fait parvenir à notre esprit que ce qu'il faut qu'il perçoive. D'après Delacroix, et c'est sans doute l'une de ses idées les plus remarquables, l'œil et la mémoire, en somme l'esprit humain, donnent le modèle de la démarche artistique, hiérarchiser les éléments de manière à ce qu'un ensemble de détails devienne intelligible, sous la forme d'un tout. C'est également le pouvoir du langage, qui permet la formation de concepts généraux en se basant sur l'observation de cas particuliers. Une fois de plus, la nature est ici considérée comme l'étalon suprême, aussi bien dans ce qu'il convient d'admirer que dans la manière dont cette admiration opère. Dans les pages de l'agenda de 1860, Delacroix reprend et développe la plupart des idées qu'il a déjà exposées en vue de les réunir dans son dictionnaire des beaux-arts. Le 8 mars, il note cependant cette remarque neuve. Il ne faut pas être trop difficile. Tout homme de talent qui compose ne doit pas se traiter en ennemi. Il doit supposer que ce que son inspiration lui a fourni a sa valeur.
L'homme qui relit et qui tient la plume pour se corriger est plus ou moins un autre homme que celui du premier jet. Il y a deux choses que l'expérience doit apprendre. La première, c'est qu'il faut beaucoup corriger. La seconde, c'est qu'il ne faut pas trop corriger. Une idée que l'on retrouvera notamment formulée par Marcel Pagnol quelques décennies plus tard, en 1932. En effet, préfaçant à l'âge mûr la réédition de l'un de ses ouvrages de jeunesse, le dramaturge écrivait « J'ai voulu refaire cette longue nouvelle, j'ai voulu l'étoffer, la compléter, et puis, dès les premières phrases, j'ai revu ce petit jeune homme que j'étais, et il m'a semblé que je n'avais pas le droit de corriger son œuvre, de couper l'un de ses chapitres, d'ajouter une page qu'il n'avait pas écrite. Il avait peut-être ses raisons, des raisons que je ne sais plus, et je n'ai pas voulu toucher à ces pages posthumes. » Le 1er janvier 1861, le peintre note ce qui pourrait ressembler à un bilan de son existence. Il a alors 63 ans. « J'ai été travailler toute la journée, heureuse vie, compensation céleste de mon prétendu isolement. La peinture me harcèle et me tourmente de 1000 manières à la vérité, comme la maîtresse la plus exigeante. Depuis 4 mois, je fuis dès le petit jour et je cours à ce travail enchanteur, comme au pied de la maîtresse la plus chérie. Ce qui me paraissait de loin facile à surmonter me présente d'horribles et incessantes difficultés. Mais d'où vient que ce combat éternel, au lieu de m'abattre, me relève, au lieu de me décourager, me console et remplit mes moments quand je l'ai quitté? Heureuse compensation de ce que les belles années ont emporté avec elles, noble emploi des instants de la vieillesse qui m'assiègent déjà de 1000 côtés, mais qui me laisse pourtant encore la force de surmonter les douleurs du corps et les peines de l'âme. Le 12 octobre de l'année 1862, le peintre écrit « Dieu est en nous. C'est cette présence intérieure qui nous fait admirer le beau. » Faut-il voir dans cette déclaration le couronnement des réflexions du peintre sur l'art en général? Ce qui est certain, c'est qu'une fois de plus, Delacroix ne s'enferme pas dans un système de pensée quel qu'il soit. Et, à des pensées techniques, à des recherches logiques et méthodiques, il n'hésite pas à opposer, si tant est que l'on puisse parler d'opposition, cette reconnaissance simple d'un principe supérieur, qui, à ce moment de la vie du peintre, lui semble une explication suffisante et peut-être meilleure à l'éternelle question du rapport entre l'homme et la beauté. Enfin, le 22 juin de l'année 1863, le journal de Delacroix se conclut sur cette remarque. Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil. Ce n'est pas à dire qu'il n'y faut pas de raison, mais c'est comme pour les beaux vers, toute la raison du monde ne les empêche pas d'être mauvais s'ils choquent l'oreille. On dit avoir de l'oreille. Tous les yeux ne sont pas propres à goûter la délicatesse de la peinture. Beaucoup ont l'œil faux ou inerte. Ils voient littéralement des objets, mais l'exquis, non. Quelle conclusion peut-on tirer de cet ensemble de réflexions? Aucune sans doute qui soit définitive, car qui pourrait prétendre résumer une vie entière de pensée, surtout quand cette vie est celle d'un génie? Mais nous pouvons nous laisser imprégner par la volonté de Delacroix, cette volonté qui fut entièrement mise au service du surpassement de soi, au prix d'un effort incessant. Les questions sur lesquelles le peintre a concentré ses réflexions peuvent paraître très éloignées de nos préoccupations modernes. Elles peuvent même nous paraître désuètes, tant ce qui a trait à la recherche de la beauté a été effacé de notre société contemporaine. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas Delacroix qui est désuet. C'est notre siècle qui est oublieux de l'essentiel, et c'est à nous de refaire le chemin vers une disposition d'esprit qui laisse sa part à la question du beau. La recherche de la beauté n'est pas une démarche oisive ou superficielle, elle n'est pas non plus un terrain de jeu où toutes les individualités peuvent laisser libre cours à leurs envies personnelles ou particulières. Au contraire, cette recherche est peut-être ce qui nous définit le plus profondément en tant qu'espèce. En négligeant ou en compromettant la place de cette recherche, notre époque s'éloigne sans cesse davantage de son origine et de ce fait se noie dans une impersonnalité toujours plus grande. Ce caractère impersonnel conduit l'homme du XXIe siècle à déléguer toujours plus ce qui devrait être sa plus grande prérogative. Ainsi, l'art est maintenant confié à des machines dont on s'émerveille qu'elles sachent si bien imiter l'homme. Mais cette forme mécanique d'imitation n'est rien d'autre qu'une course folle vers l'exactitude suprême.
Et comme l'ont démontré Delacroix et Rodin après lui, l'exactitude n'est en rien semblable à la vérité. Elle en serait même plutôt l'adversaire. Chacun aujourd'hui, quelle que puisse être sa sensibilité politique ou idéologique, perçoit le profond déséquilibre qui frappe notre mode de vie. Si les raisons invoquées pour l'expliquer diffèrent, voire s'opposent d'un individu à l'autre, tout le monde s'accorde néanmoins sur la nécessité impérieuse de guérir ce déséquilibre. Mais certains maux ne peuvent pas être traités en s'attaquant directement aux symptômes immédiats. La solution d'une crise politique, par exemple, n'est pas toujours à chercher dans la politique elle-même. Il faut parfois, plus modestement, procéder à des réajustements profonds et attendre avec patience que les résultats de ce réajustement finissent par influencer de manière visible notre état général. La compréhension renouvelée de notre rapport à l'art, à la beauté et à la vérité est sans aucun doute l'un de ces réajustements que nous devons prioritairement mener. Or, ce rapport, justement, n'est jamais acquis et réclame sans cesse notre attention et notre dévotion. Car, comme le rappelait Delacroix, ce qui fait les hommes de génie, ou plutôt ce qu'ils font, ce ne sont point les idées neuves, c'est cette idée qui les possède, que ce qui a été dit ne l'a pas encore été assez. À nous donc de les écouter, inlassablement.